Bonjour tout le monde, bienvenue à cette cinquième entretien vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder nous allons conclure en fait ce que nous avions entrepris dans le précédent vidéo entretien. Une conclusion fort importante. Donc, allons-y tout de suite là, pour y voir plus clair et voir ce dont il est question. Alors, on se souvient que la dernière fois, pour résumer, j'ai mentionné que la notion qui est au cœur de la science, c'est celle de cause. Hein? Et on a vu que les seules causes que retient la science ou les scientifiques, toujours faire la distinction entre la science et ce que font de la science les scientifiques. Donc, les seules causes admissibles à l'intérieur de la science sont les causes dites naturelles. Et par là, on veut à tout prix mettre de côté méthodologiquement les causes surnaturelles. Hein. La science, ou en tout cas les scientifiques, ne se prononcent pas sur l'existence ou non de causes surnaturelles, hein, mais ils adoptent le point de vue, je dirais, éthique, selon lequel toute cause surnaturelle n'est pas admissible en science. Évidemment, avec ce postulat-là, la question de l'existence des causes surnaturelles n'est pas réglée. C'est juste qu'on met une croix dessus, puis on cherche des causes naturelles. Par cause naturelle, ben, on entend généralement des causes qui sont observables par tout être humain, doué de bonnes conditions d'observation, et qui sont par conséquent vérifiables, hein, dans l'espace et dans le temps. Et pour aller plus en profondeur, j'ai parlé de l'analyse de la notion de cause qu'en a donné le célèbre philosophe écossais d'origine écossaise, David Hume, entre autres dans son traité sur l'entendement humain, son enquête sur l'entendement humain. Hein? Et pour le répéter succinctement, Hume soutient que les causes, les soi-disant causes, n'existent pas dans la réalité. Il n'y a pas de cause. On voit des événements se dérouler devant nos yeux, observables par mon sens, mais comme tel, nous dit Hume, on ne voit pas de cause. C'est trop en demander que de supposer que nous puissions voir, observer les causes, la relation de cause à effet. Ce qui existe, c'est une habitude. Nous avons, par exemple, l'habitude de constater que lorsque l'on mange du pain, hein, eh bien, ça nous nourrit. Mais au-delà de ça, au-delà du fait si en lui-même le pain a cette capacité occulte, selon Hume, de nourrir, ben c'est peine perdue, c'est condamnable. Hein?
On n'a pas à chercher les causes, les effets dans les causes. Hein. Et ce qui amène Hume à cette position sceptique, touchant donc la relation de cause à effet. Il n'y a pas dans la réalité de relation observable de cause à effet. Ce qu'on observe, c'est des habitudes, une accoutumance constatée. C'est à chaque fois que je mange un morceau de pain ou une tranche de pain, je constate que cela me nourrit, relativement parlant, disons. Donc tout ça appartient à notre état, hein, à notre condition humaine, qui projette, qui a projeté à l'extérieur de nous, dans la nature, la soi-disant existence d'une relation de causalité, de cause à effet. Bon, voilà en gros. Évidemment, les scientifiques après Hume ont mis des bémols, ont tenu compte de l'analyse de Hume, mais pour eux, il est clair que d'une manière ou d'une autre, il y a véritablement dans la réalité une relation de cause à effet. Sinon, les lois de la nature ne sont que des fantasmes qui ne sont basés que sur notre expérience, et que le seul juge donc pour Hume de la causalité, hein, c'est nous-mêmes, notre habitude, nos habitudes. Bon, les scientifiques vont pas jusqu'à admettre cette position, qualifions-la d'anti-réaliste, mais ils soutiennent donc qu'il y a une relation de cause à effet entre des événements dans la nature, et que les lois de la nature en sont le reflet. La correspondance. Alors là, voilà le problème. Si on suit l'analyse de Hume de la causalité, ce que les adeptes, c'est ce que je soutiendrai là, ici, ce que les adeptes de la théorie de l'évolution font également, en d'autres termes, sans s'en rendre compte, entre autres, les gens qui soutiennent, qui adhèrent à la théorie de l'évolution, adhèrent à l'analyse humienne de la causalité. Et je vais vous citer un exemple de deux auteurs qui plaident en faveur de la science comme de la science qui, au fond, se base sur des croyances qui ne sont pas forcément vraies. Hein? C'est-à-dire que si on adopte l'analyse de Hume, eh bien, nos croyances ne sont pas vraies. Pas qu'elles sont fausses. Pourrait-on dire elles sont ni vraies ni fausses. Mais en tout cas, elles ne permettent pas d'accéder à la vérité. Et je soutiens que c'est la même chose pour les adeptes de l'évolutionnisme. Donc je cite
deux auteurs québécois, Jocelyn Giroux et Yves Saint-Arnaud, dans leur essai L'hypothèse Dieu, hein, dialogue, débat avec les croyants. Hein. Alors, c'est publié chez l'éditeur Libelle, ici au Québec, et c'est paru en 2015. Alors, je vous cite cette phrase apparaissant à la page 74 de l'ouvrage en question, où les deux auteurs écrivent « L'esprit humain n'a pas évolué pour comprendre l'univers et accéder à des vérités soi-disant éternelles, mais pour survivre. » Donc, nos ancêtres, si on veut, ont adopté la croyance en la causalité. Non pas parce que c'est vrai, mais parce que c'est une croyance qui permet l'adaptation. Donc, ceux qui adhèrent à l'évolutionnisme de Darwin y adhèrent sans la vérité. Une croyance qui permet l'adaptation à l'environnement, à la nature, disons-le comme ça, c'est une croyance qui marche, qui fonctionne. Est-ce que ça va toujours fonctionner? Est-ce que ça va toujours marcher? On ne sait pas. C'est exactement ce que dit Hume. On n'a plus l'habitude, parce que l'habitude de croire, par exemple, que le pain nourrit, parce que ça a toujours été comme ça. Jusqu'à maintenant. Ça peut changer. C'est contingent, comme ils disent. Ça pourrait être autrement. Ça pourrait s'avérer autrement. Eh bien, les adeptes, comme Giroux et Saint-Arnaud, et une vaste majorité de penseurs qui adoptent la position du naturalisme méthodologique, comme l'appelle Yves Gingras, eh bien, ces penseurs-là n'ont pas souci de la vérité, mais de ce qui marche, de ce qui fonctionne, de ce qui est fructueux. Et cette conception de la vérité qui est au cœur, donc, de l'évolutionnisme de Darwin, et qui aussi était celle de Hume avant Darwin, eh bien, c'est la conception pragmatique de la vérité, qu'a soutenu entre autres William James dans son livre Le pragmatisme, ou d'autres, les deux autres pragmatistes américains, Charles Sanders Peirce et l'autre John Dewey. Alors là, c'est très sérieux. C'est très sérieux. En d'autres termes, la croyance humaine n'est pas adaptée à la vérité. Il y a une disjonction entre croyance et vérité dans la conception pragmatique. Le seul critère de vérité, c'est que ça fonctionne, ça marche. Pourquoi? C'est comme ça. Il n'y a pas de lien entre croyance et vérité. Et Feser, cette phrase
selon laquelle, dans l'aristotélisme, dans la métaphysique téléologique d'Aristote, finaliste, il y a l'idée que tout ce qui est dans l'effet est en quelque sorte contenu aussi dans la cause. C'est là le point de rupture entre, je dirais, la métaphysique téléologique et la métaphysique naturaliste, plus précisément matérialiste, de bon nombre de penseurs qui s'appuient sur la science moderne. Il y a une rupture radicale entre cause et effet dans le cas de la métaphysique matérialiste ou naturaliste, et alors que ce n'est pas le cas du tout dans la métaphysique finaliste, téléologique chez Aristote. Alors, voilà le point de rupture important qu'il s'agit de montrer. En d'autres termes, c'est comme, moi j'appelle ce point-là, je qualifie métaphoriquement cette conception-là téléologique de la causalité de celle de la clé de la serrure. Voyez-vous, la clé n'existe pas indépendamment de son but, de sa direction, qui est celle d'entrer dans une serrure et d'ouvrir la porte, quoi que ce soit. Il y a quelque chose, notre univers, le monde dans lequel nous sommes, et résulte de causalité téléologique. Et toute la science là, met une croix là-dessus. Là. C'est un préjugé, je dirais, un présupposé, et surtout un préjugé totalement gratuit. Dans la conception de la causalité comme clé dans la serrure, ou la clé et la serrure, il y a une finalité. Le monde dans lequel nous vivons, c'est pas juste là, un amalgame d'objets hétéroclites là, qui n'ont rien à voir entre eux. Ils ont des relations de finalité entre eux. Alors ça, c'est vraiment capital. Et je vais terminer aujourd'hui par la critique que donne Fieser de la causalité humienne. En fait, l'erreur de Hume, c'est de considérer la cause et l'effet comme une relation entre des événements ordonnés temporellement. Alors, vous avez, par exemple, prenons le cas de la brique qui est lancée contre une vitre, contre la vitre d'une fenêtre. Eh bien, selon Hume, vous avez deux événements. La brique qui est lancée, qui cause l'éclatement du verre, de la vitre. Deuxième événement, l'éclatement de la vitre. Donc, on ne peut pas, selon Hume, à partir de l'événement A, le lancement de la pierre, de la brique, conclure forcément, nécessairement, à l'événement B, c'est-à-dire l'éclatement de la vitre, ou la vitre qui vole en éclats. Alors, selon Fieser, c'est la brique qui a cassé la vitre.
et non pas l'événement du lancement de la brique. Hein? Autrement dit, pour le bon sens, ce sont finalement les choses qui sont la cause ou les causes et non les événements. Hein? Aristote serait d'accord. Il dirait aussi, c'est en page 95 de l'ouvrage de Feezer, il dirait aussi que la cause efficiente immédiate d'un effet est celle en qui est celle qui en est la plus directement responsable, est simultanée à l'effet et non pas temporellement antérieure à celui-ci. Dans le cas de la vitre cassée, le point clé de la série causale serait quelque chose comme l'enfoncement de la brique dans le verre et le fait que le verre cède. Ces événements sont simultanés. En effet, Aristote dirait que la poussée de la brique dans la vitre et la vitre qui cède sont en réalité le même événement, considéré sous des descriptions différentes. Voilà. Alors, donc, ce que je soutiens, c'est que même si bon nombre de scientifiques ont rejeté l'analyse radicale anti-réaliste de Hume, ils la soutiennent tout de même, et principalement les adeptes de la théorie de l'évolution de Darwin. Parce que, selon eux, notre cerveau n'est pas conçu pour accéder à la vérité, mais à la survie. Donc, ils entretiennent, les scientifiques, une conception antiréaliste, pragmatique de la vérité. Et par conséquent, cela s'applique également à la théorie de l'évolution de Darwin. C'est une conception qui, jusqu'à maintenant, semble aller de soi, malgré toutes les évidences qu'on peut en avoir. Je reviendrai dans le prochain entretien sur tout cela. C'est trop important. Majeur. À bientôt.